Hello! Hello tout le monde. Alors, on va attendre quelques secondes, s'assurer que tout fonctionne. Bienvenue sur cette nouvelle caméra café du recrutement. À nouveau, spécial IA, on s'en passe plus, voilà. On ne veut que parler IA maintenant. J'espère que vous êtes là, que vous nous voyez, que tout fonctionne. J'attends le go, le feu vert, pour savoir si tout est bon, mais ça devrait pas tarder, à s'afficher. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour ce live. On est là pour, 1 heure, tous ensemble pour, dans la continuité de l'édition de la dernière fois, on a parlé IA déjà. Alors c'était quand? J'ai besoin de vous, Vanessa et Olivier. C'était en avril? Non, en mars? Il y a un mois. Ah ouais? Il y a un Ok, mois? mars. Non, je crois que Bah, je c'était il y crois a qu'il Ouais. y a 2 un mois, mois. mais ok. Non, j'aurais dit un, ouais, aussi, ouais. Je sais plus. Bon, ben voilà. Bon, on sait plus, peu importe. Mais en tout cas, c'est dans la Hier. continuité du live. Ouais, c'était hier, et là, maintenant, on est là. On est dans la continuité du live de la dernière fois, qui était très pratico-pratique et très orienté recrutement. Et aujourd'hui, on avait envie d'aborder un aspect qui est, pas forcément creusé, voire même on le cache un peu sous le tapis. On n'a pas trop envie de voir la vérité en face, mais le sujet de l'éthique autour de l'IA. Et donc, on retrouve Vanessa et Olivier aujourd'hui, et puis Boussad nous rejoindra juste après. Vanessa, Olivier, est-ce que vous voulez bien vous présenter pour ceux qui vivent dans une grotte et qui ne vous connaissent pas? Je Allez, t'en prie, Olivier. ben non, à toi l'honneur, Honneur je aux t'en prie. garçons. Allez, si tu veux. Une fois n'est pas coutume. Donc, moi, je m'appelle Olivier Bonnefous. Je crée du contenu sur l'IA appliquée au recrutement. Donc, pour ça, j'en crée sur LinkedIn, sur mon profil. Et j'ai aussi une newsletter qui s'appelle Recrutement et IA, où tous les mois, j'aborde un petit peu les outils, comment les utiliser, du chat GPT, mais pas que. Et voilà, et comment on peut aborder. Alors, sachant que moi, je l'aborde avec un angle plutôt de use case et qu'est-ce qu'on peut en faire, avec un regard un peu non recruteur, puisque mon métier de base, c'est pas le recrutement. Et du coup, j'apporte quelque chose d'un petit peu différent. Enfin, en tout cas, j'essaye. Et on partagera le lien de ta newsletter d'ailleurs pour ceux que Ouais. ça intéresse. Boussad Mhm. nous a rejoint entre-temps. Salut Boussad. Je te laisse t'installer. Bonjour à tous, désolé du petit retard. Non, t'inquiète. Je suis déjà. On vient de commencer. Du coup, Vanessa, je te passe le relais si tu veux bien te présenter en Ouais, 2-3 mots, histoire qu'on sache un peu qui avec tu es. plaisir. Bonjour à tous, je suis recruteuse. Je ne suis pas une experte d'IA, par contre, j'adore l'utiliser dans mon quotidien et j'adore ces sujets et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et nous, on est trop contents de t'avoir. Voilà, c'est toujours un plaisir de t'avoir en live ou en article ou ailleurs ou partout. Voilà, on te veut partout. Merci. Boussad, est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais de beau, et puis comme ça, on pourra enchaîner après derrière sur le sujet du jour, et peut-être même que c'est toi qui vas nous briefer, nous dire de quoi on va parler aujourd'hui. T'as vu comment je te challenge? Ah ouais, Boussa Dada, donc je suis chercheur en IA. Donc oui, effectivement, je suis un peu plus spécialisé en IA qu'en RH. Qu'est-ce que je fais de beau? Je fais de la recherche et puis j'écris beaucoup. Vous le savez un peu sans doute. Donc j'écris des livres et puis j'écris aussi sur le blog de Thalys. Merci Sylvia. Voilà, donc j'écris pas mal de choses sur l'IA et puis je suis un peu bavard aussi sur LinkedIn où je publie des choses parfois très utiles, parfois moins utiles pour faire rire. Et voilà. Toutes vos questions sont les bienvenues. Eh ben, merci pour ta présence. Moi, je suis ravie d'être avec vous trois parce que vous avez des regards hyper complémentaires et ça va être vraiment chouette parce que, comme je disais en intro, tu n'étais pas encore là, Boussad, mais l'idée, c'est vraiment de secouer un peu le palmier, là, de mettre des coups de pied dans la fourmilière et parler des sujets qu'on n'a pas trop envie d'aborder quand on parle d'IA. Et parler d'éthique, ce qui fait pas forcément plaisir, mais il faut l'aborder. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir 3 invités qui ont chacun un angle de vue différent, qui vont pouvoir se compléter sur ces sujets. Donc j'espère que tout le monde est là, vous nous suivez, que vous êtes bien. Dites-nous dans le chat si tout est OK pour vous, ce que vous attendez du live d'aujourd'hui. Et puis on va pouvoir se lancer dans le vif du sujet avec déjà l'angle responsable, et notamment sur le sujet de la consommation énergétique. Alors je vous l'ai dit, on attaque fort. Premier sujet, bim, consommation énergétique, c'est le sujet qui est un peu douloureux, hein, qu'on évite un petit peu d'aborder. Qu'est-ce que ça vous inspire tous les trois? Qui se lance, qui met les pieds dans le plat là sur le premier sujet?
Alors, Bah, j'y vais. Allez, non, mais j'y vais. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas trop l'habitude et dont on n'a pas trop envie de parler, surtout quand on est un petit peu, alors je parle de mon cas, mais je sais que c'est le cas aussi des autres invités un peu tech enthousiastes et que du coup on se dit bon, mais c'est une formidable opportunité l'IA et tout, et on se dit bon, mais ok, mais il y a quand même un revers de la médaille. Alors, on aura l'occasion d'en parler des autres revers, mais un des plus gros revers de la médaille pour moi, c'est la consommation électrique. Enfin, ouais. c'est juste hallucinant. Enfin, moi, j'ai fait 2-3 recherches justement pour. Bah, une requête ChatGPT, c'est 10 fois plus d'électricité qu'une recherche Google classique, par exemple. Mmh. C'est énorme. Ouais. Et quand on sait, et on en discutait juste avant de démarrer, que Je sais ce que Google tu vas est en dire. train de se rendre compte que de plus en plus de gens font directement leurs requêtes dans ChatGPT, ça veut dire que si demain, tous les gens qui utilisaient Google avant utilisent ChatGPT, on consommera 10 fois plus d'électricité rien que pour la Ouais. recherche Internet. Et c'est pas pour rien que on a vu des moves un peu compliqués là, où on a un Microsoft qui s'associe avec un opérateur de centrale nucléaire pour racheter une tranche, des choses comme ça. Parce que bah, tous les GAFAM et tout ça, ils ont bien conscience que ça va consommer énormément d'électricité. Et du coup, bah, la vraie question, c'est est-ce que notre planète, elle peut se le permettre, quoi. Mmh. Et ça, c'est un sujet en tant qu'utilisateur, quoi. Même si ça reste une technologie formidable et tout ça, bah, ça consomme beaucoup d'électricité. Mmh. Et ça, c'est un Ouais, il faut en véritable enjeu. prendre Alors, conscience. voilà, il y a des trucs qu'on peut faire, mais bon. Ouais, c'est ça, il faut pas se mentir, en fait, c'est ça. Je crois que c'est important. Il faut pas, ouais, il faut pas se voiler la face. Mmh. Je sais pas, qu'est-ce que vous Ouais, en je te pensez? rejoins. Mmh. Olivier, je te rejoins et Bon, c'est vrai que dans ma boîte, on mesure, notre empreinte carbone Mhm, et du coup, j'ai aussi, à chaque fois que je vais, ouvrir une IA, cette, volonté de me poser la question: «Est-ce que vraiment c'est important? Est-ce que c'est indispensable que j'utilise une IA effectivement pour, par exemple, une recherche? Est-ce que je vais pas plutôt aller chercher sur Google?» Je pense que c'est important qu'on se pose la question et tu parlais tout à l'heure aussi, Anaïs, des trends en ce moment. On voit bien que Mmh. générer, par exemple, une illustration, une image avec une IA générative, bah, c'est très énergivore. Et donc, la question, c'est est-ce que finalement, une photo que j'ai dans mon téléphone ne sera pas plus propice pour effectivement limiter cette empreinte? C'est vrai que c'est tentant, le coup des starter packs, Par ouais. exemple. la tendance qu'il y a eu avec le studio Ghibli, il y a ça a fait pas mal débat et je trouve que c'est d'ailleurs une des premières fois où on a vu un peu du débat, émerger autour de l'IA et de son utilisation, alors que jusque-là, bon, personne se réveillait trop ou personne s'en inquiétait trop. D'un coup, comme ça a touché, à la création artistique, j'ai trouvé Mm. que ça a un peu «servi» entre guillemets le combat, c'est devenu un peu plus, populaire. Moi-même, je me suis posé des questions. Je me dis, mais attends, est-ce que c'est vraiment utile que tu ailles faire un starter pack et que tu ailles le publier sur LinkedIn? Bah, réponse, non, pas vraiment. Mais voilà. En tout cas, je pense que c'est un premier pas déjà de se questionner sur son utilisation. Parce que je le disais avant le live, moi, j'utilise énormément de ChatGPT pour des recherches simples alors que je pourrais aller sur Google. Et là, vous êtes en train de dire ça, je suis en train de me dire, ah ouais, je suis vraiment une mauvaise élève. Je Boussad, pense que tu c'est voulais pas. compléter? Ouais. alors, moi, je vais essayer d'être plus optimiste dans un premier temps. En parlant un Ah, bah, on petit aime fait bien. historique, en fait, le tout premier ordi américain qui s'appelle l'ENIAC, en fait, faisait la taille d'un garage. C'était dans les années 40-50 et pesait plusieurs dizaines de tonnes. Et il faut savoir il consommait l'équivalent de ce que demande un très gros quartier, quoi. Donc, il a même fait sauter l'électricité d'une ville aux États-Unis quand il démarrait. Mmh. Cet ordinateur-là n'a pas la capacité je ne sais pas quel est l'iPhone, enfin le téléphone le plus petit au monde actuellement, mais c'est sûrement 10 fois ou même 100 fois plus, on va dire, moins puissant, ou même beaucoup plus que ça même. Il n'est pas qu'un petit téléphone actuel. C'est pour vous dire en fait le progrès technique qu'il y a eu en les 40-50 et maintenant. Donc, vous regardez bien ce que consomme un téléphone maintenant, quasiment rien, quoi. Si on se contente de faire
des petites choses avec un téléphone, ça consomme absolument rien. Par des centaines de kilowatts de ce que consommait l'ENIAC à l'époque. Voilà, donc effectivement, au début, ça consomme plutôt pas mal. L'IA, comme les autres technologies, hein, ça consomme beaucoup. Mais avec le temps, effectivement, on essaie d'optimiser tout ça. Le progrès fait que ça diminue à des vitesses grand V. Si vous prenez le chat GPT d'il y a 2-3 ans, il consommait 10 fois plus que le chat GPT actuel. Vous avez vu Ah oui. ce qu'ont fait les Chinois avec DeepSeek, c'est 98% de moins de puissance requise par rapport à ce que nécessite un GPT-4. Voilà. Donc, effectivement, ça consomme. Les GPU, ces fameuses unités de calcul qui sont utilisées pour entraîner ou bien tout simplement faire des calculs pour les IA, consomment beaucoup, mais ça diminue aussi très rapidement. Donc, ces processeurs-là sont beaucoup plus optimisés, sont beaucoup plus voilà, performants et ça diminue très très vite. Cela dit, cela dit, cela ne nous empêche pas d'avoir de bonnes pratiques quant à l'utilisation de ces outils d'IA. Vous l'avez dit, vouloir voilà, effectuer un petit calcul, c'est ce que je donne souvent comme exemple, même si voilà, il n'est pas très, peut-être pas très, très parlant, mais une calculatrice, c'est utile pour effectuer les calculs. Ce n'est pas le cas de voilà, ce n'est pas fait pour ChatGPT. Si vous voulez faire un calcul, ne le demandez pas à ChatGPT. À tous les coups, il va probablement se tromper s'il ne fait pas appel à un outil, justement une calculatrice à côté, il va se tromper. Mmh. Et en plus, il va consommer effectivement plus d'énergie qu'une simple calculatrice classique. Donc, voilà. Donc, il y a des choses pour lesquelles, oui, il vaut mieux utiliser des outils qui sont disponibles, qui fonctionnent très bien, plutôt que d'aller chercher tout de suite ChatGPT. Autre chose. OK. Est-ce que, pardon, Quand vous... Non, excuse-moi. vas-y Vanessa, pose ta question, Vas-y. Non, je vas-y. voulais savoir, est-ce que par rapport aux bonnes pratiques que tu es en train de lister, est-ce que le modèle qu'on choisit quand on fait une requête sur ChatGPT permet justement de baisser sa consommation ou pas du tout? Effectivement, donc il y a des modèles qui sont plus ou moins gros. Donc celui que vous voyez mini là, bah, c'est les tout petits, hein, c'est celui qui consomme le plus et vous voyez très, très vite que c'est Mmh. effectivement rapide, il répond très très vite. Donc on comprend qu'il est petit et forcément plus petit, donc il consomme beaucoup moins. Et ça coûte d'ailleurs beaucoup moins que d'utiliser celui-là. Si je reviens aux bonnes pratiques, et c'est probablement quelque chose qui va parler à tout le monde, en tout cas tous les gens qui utilisent le chatbot actuel. Quand on va poser une question, on a tendance à tout de suite enchaîner avec une autre question sur la même session. Mmh. Il faut savoir que à chaque fois que vous posez une question dans la même session, c'est comme si vous renvoyez toutes les questions précédentes et tout l'historique précédent dans la même requête à ChatGPT. Donc, il va prendre tout ça, il va le réutiliser pour effectuer des calculs. Donc, il y a un effet cumulatif. J'ai fait un petit calcul, d'ailleurs, je l'ai publié à un moment donné sur LinkedIn, mais je n'ai pas réussi à trouver le calcul que j'avais effectué. En fait, si vous effectuez 15 questions successives sur la même... plutôt, combien? C'était combien alors, 5. Si vous effectuez 5 requêtes successivement sur la même session ChatGPT, vous multipliez par 15. Écoutez bien, par 15, la consommation en gros de ChatGPT. Si vous effectuez 10 questions, écoutez bien, c'est fois 50. Bon, 55, on va dire 50. Si c'est 20 questions successives, c'est 200, multiplié par 200. Donc, clairement, on voit que il y a un impact évident. Si à chaque fois voilà, que vous posez comme ça des questions, vous les laissez sur la même session, vous avez vraiment un impact et vous pouvez clairement diminuer ça. Diviser par 200, ce n'est pas négligeable. Voilà. Il Donc faudrait on se changer retrouve vite. créer une nouvelle conversation? Voilà. Donc si effectivement l'historique de votre conversation n'est pas utile à la nouvelle question que vous posez, Ah oui. ouvrez Mmh. de suite une nouvelle session. Ça ne sert à rien de D'accord. rester sur la même session si vous posez une Ouais, bien question sur sûr. un nouveau sujet. Mmh. Aussi, et par rapport à ça, donc il y a un autre effet de bord par rapport à ça. Plus le contexte. Donc le contexte, c'est un peu tout l'historique que vous avez dans votre discussion qui est renvoyé à ChatGPT pour répondre à la nouvelle question. Plus ce contexte-là est très très large,
plus là, il y a de la dégradation dans la performance de ces chatbots. Donc, vous ne gagnez absolument rien finalement à poser la même question dans la même session. Donc, vous allez avoir une moins bonne réponse en effectuant ça à la 15e fois, à la 20e, car le contexte va devenir très gros et vous allez noyer votre question qui est cible dans un très, très gros texte. Voilà, donc le mieux, c'est effectivement, pour chaque nouvelle question, c'est de créer une nouvelle session. Donc, vous allez diminuer votre empreinte carbone et vous allez avoir de meilleures réponses. Voilà. Donc là, c'est... Alors, qu'est-ce que j'ai noté de... tentation voilà, de Ghibli et compagnie, là, effectivement, c'est clairement pas... voilà, moi, je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai pas. C'est ça, comment on Voilà, fait? essayez Comment on quand même fait pour pas d'utiliser succomber à la tentation? des choses plus utiles plutôt que... Et il faut savoir aussi que pour les images, c'est très, très lourd. C'est très lourd. Quand vous envoyez une image ou un fichier, évidemment, c'est une image c'est à encoder très, très lourd. Et donc, si une image n'est pas utile à utiliser ou à générer, évitez ça aussi. Donc, vous allez de la sorte diminuer votre empreinte en utilisant ces outils-là. Mais moi, Boussad, je me fais un peu Voilà, je l'avocat du crois que diable, c'est ce que mais j'ai je sais pas noté si tu par rapport à m'entends? cette consommation énergétique. Hein. Donc, oui, oui, je t'entends. Juste pour conclure, Ah, il y a aussi je différentes crois qu'on a un options qu'on peut décalage. activer dans ChatGPT. M'entendez-vous? Ouais, on Ouais. t'entend, c'est juste qu'on a un décalage assez conséquent. Donc, Ok, le temps que je te parle, toi, tu m'entends quelques secondes après. Mais c'est pas grave. ok. Oui, je voulais dire qu'il y a plein d'options qu'on peut activer aussi dans ChatGPT et les autres. Donc, tout ce qui est Deep Search, tout ce qui est Deep Think, etc. C'est la même chose. Ça consomme beaucoup quand on les active. D'ailleurs, les réponses sont beaucoup plus lentes et on voit que ça défile soit là où il réfléchit, hein, entre guillemets. On voit qu'il y a beaucoup de textes qui défilent. Tout ça, c'est un peu ce contexte-là qui grossit à chaque fois. Donc, ça consomme évidemment beaucoup plus avec ça. Donc, si ce n'est pas utile, n'activez pas ces options-là également. Et il y a aussi l'option mémoire, même si ce point-là, je vais y revenir plus tard sur l'histoire des données et la confidentialité, etc. Ben, l'option mémoire, c'est la même chose. Quand vous l'activez, ben, c'est un peu toutes les discussions que vous avez avec ChatGPT qui vont être stockées et qui va réutiliser à chaque fois que vous posez une question pour répondre à la question. Donc, c'est le fameux contexte qui va grossir encore avec le temps. Et plus le temps passe, plus il va grossir, évidemment, puisque vous allez avoir plus des discussions avec le chatbot. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce point. OK, très clair. Merci pour tous tes éclairages et j'aimerais juste, voilà, me faire un peu l'avocate du diable et entendre peut-être Vanessa ou Olivier sur ce sujet. Mais, je reviens juste sur le sujet des tendances avant qu'on bascule sur la sécurisation des données. Mais, je me dis: «OK, d'accord, il y a l'aspect, écologique, créer des images, voilà, ça pompe de l'énergie». Mais, il y a une réalité, enfin, moi je l'ai vu dans mon écosystème RH, beaucoup de gens étaient forcément hyper tentés de créer leur propre starter pack ou de créer leur propre image, Ghibli. Enfin, je sais pas, Vanessa, Olivier, comment on peut vraiment, concrètement sensibiliser les gens pour pas tomber dans ce truc? Parce que c'est enfin, en fait, moi je me dis: «Mais en fait, demain, OK, là les gens nous écoutent, mais demain ça les empêchera pas de le faire». C'est comment on prend le problème à la racine? Qu'est-ce qu'on fait, en fait? On diffuse la vidéo de Boussad pour vraiment sensibiliser sur les bonnes pratiques. Je pense que c'est important qu'on arrive à sensibiliser sans forcément dire c'est nul, c'est pas bien. Enfin, évidemment, je suis d'accord avec toi, Anaïs. On a tous eu envie de créer son starter pack et tester cette trend et voir le potentiel fou de l'IA. Enfin, moi, vraiment, quand il m'a sorti ces images, j'ai été bluffée par sa capacité à le faire et j'ai pas pris conscience immédiatement de l'impact que ça a pu avoir. Donc, je pense que, en fait, de communiquer et de sensibiliser et de créer des events comme celui-ci pour partager des bonnes pratiques pour essayer de limiter et se recentrer sur ces usages fondamentaux. C'est vrai que je pense que moi aujourd'hui j'utilise l'IA plutôt dans le cadre de mon métier. Donc, il y a plusieurs usages que j'en définis, la rédaction, l'analyse, le brainstorming. Mais
je pense que c'est important qu'on se pose à chaque fois la question de est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va me servir? Est-ce que ça va me faire gagner du temps? Ou est-ce que ça va level up un peu ma façon de faire pour pouvoir se dire je le fais ou je le fais pas? Et du coup, je sais pas ce que tu en penses, toi, Olivier? Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. En fait, je pense que ce qui est important, c'est d'être sensible à ça. C'est sûr que quand on est sensible, qu'on en a entendu parler, ce que disait Boustad tout à l'heure, on fait les choses un petit peu différemment. Et donc du coup, c'est ça qui est la bonne influence en fait. C'est d'avancer par petits bouts. Tout à l'heure, Boussat disait le choix du modèle, il a son impact. Ça, c'est évident. En France, on peut citer Mistral, par exemple, qui sont des tout petits modèles qui donc consomment beaucoup moins, à la fois à l'entraînement, c'est-à-dire la fabrication initiale, et à la fois à l'utilisation. Ça, c'est une bonne pratique d'utiliser, de faire son propre choix en tant que consommateur. De dire, moi, je choisis de pousser une IA qui est moins consommatrice. Est-ce que ça veut dire que je vais arrêter ChatGPT? Non. C'est juste que je vais apprendre à utiliser d'autres outils pour, quand j'ai besoin de ChatGPT absolument, parce que j'estime qu'il le fait mieux, j'utilise ChatGPT. Et quand je suis OK avec le résultat que va me donner, alors DeepSeek, moi, j'ai toujours un petit problème avec l'IA chinoise. Bon, on parlera de la confidentialité des données tout à l'heure, mais non, mais merci, ça permet de faire un pont. C'est parfait. C'est pour moi DeepSeek, c'est un sujet. Enfin, quand on voit, il y a un reportage qui m'avait choqué. Au 20h, ça doit être sur la 2, je crois, ils avaient fait un reportage et ils avaient pris chacun de leurs correspondants à travers la planète et ils posaient des questions un petit peu pas très très sympa pour le pays. Genre, il posait la question à ChatGPT. Alors le gars était sur le sol américain. Il lui parlait de lui parler de l'attaque du Capitole. Bon, ils ont fait la même chose avec la place Tiananmen en Chine. Ouais. DeepSeek a répondu place quoi? Non, moi ça n'existe pas, ça je connais pas. Et voilà quoi, je veux dire. Donc si on se dit qu'ils sont capables de faire ça, on sait toute la parfois un peu monté à mayonnaise, parfois pas, mais toute la controverse qu'il y a eu autour de TikTok. Bon, je dirais pas que les Américains font mieux, parce que la confidentialité des données, les Américains, ils ont une vision très très large de ce que ça veut dire confidentiel. Mais ça me semble être un peu mieux fait du côté outre-Atlantique. Et après, quand même, le mieux, c'est les IA européennes. Alors, malheureusement, il n'y en a qu'une. Et le mieux, c'est l'IA local. Pour ceux qui peuvent avoir cette infrastructure-là, des IA comme Mistral, on peut les télécharger et les installer en local. Alors, ça tourne pas aussi bien que sur une grosse machine, mais maintenant, on fait des modèles qui peuvent tourner sur un laptop. Hein. Donc, alors, à réserver pour des petits usages, parce que forcément, il ne va pas vous apporter la même chose. On ne peut pas comparer le résultat. Mais quand on a, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la consommation. La donnée, c'est pareil. Je ne fais pas la même chose. Je pourrais très bien installer en local un petit modèle open source sur ma machine pour faire du pré-tri de CV, par exemple, que je ne ferai pas avec un chat GPT. Ou alors, je m'astreindrai à anonymiser tous les CV de manière à ce que je respecte les candidats et leur vie privée. Donc, voilà, c'est un sujet, la protection des données. Je ne sais pas comment vous le vivez, vous, au quotidien, mais moi, je me pose assez. Mais c'est comme pour ce qu'on disait tout à l'heure sur la consommation. Il faut être éduqué à ça et se poser la question. Moi, j'aime bien dire, si je ne suis pas prêt à l'écrire sur un panneau de 4x4 au bout de ma rue, je ne suis pas prêt à le donner à ChatGPT. Toi, Vanessa, comment tu gères ça, justement, toi qui mets les mains dans les CV, justement? Ouais, c'est vrai qu'en tant que recruteuse, la RGPD, c'est une obsession. Il faut faire hyper attention et je n'intègre rien en termes de données confidentielles dans des IA génératives avec des LLM qui ne sont pas effectivement internes. Alors pour le coup, moi j'avais testé de mettre des choses sur mon laptop et je m'étais rendu compte qu'il fallait faire des mises à jour tellement régulièrement et que effectivement les tâches elles étaient pas aussi poussées, que j'étais presque frustrée. Aujourd'hui, moi j'ai quand même un message à faire passer surtout à des candidats.
Mes très chers candidats, quand vous envoyez un CV, ne mettez pas d'informations confidentielles, ne mettez pas votre adresse complète, ne mettez pas votre âge, ne mettez pas de données qui vont pouvoir être potentiellement hackées, réutilisées. On ne sait pas voilà, comment aussi les recruteurs ont des usages avec les intelligences artificielles. Et je pense qu'il faut faire vraiment, il faut être très, très vigilant, qu'on soit recruteur, mais aussi candidat, dans la façon dont on appréhende ces données, ces données personnelles. Déjà en sensibilisant les candidats, c'est une des premières étapes pour le coup. Et je le fais souvent, si je vois une information confidentielle sur un CV, je vais prévenir mon candidat pour vraiment essayer de faire évoluer les comportements, parce que c'est assez dangereux, je trouve, et on n'est pas assez suffisamment sensibilisé sur l'importance de la donnée personnelle. Trop bien. Très clair et concret. Donc merci pour ton partage. Boussad, tu veux compléter? Oui, j'ai quelques petits points évidemment sur tout ce qui est Il y a plein de data. choses à dire. Oui, effectivement, il y a plein de choses à dire, oui. Alors, il y a plusieurs choses. On va dire, il y a 2 risques. Il y a 2 risques sur, la confidentialité des données, et quand on utilise des chatbots et l'IA. Alors, la première, c'est, tout simplement qu'il y ait, une fuite des données de l'entreprise, qui fournit le chatbot. Évidemment, quand vous ouvrez votre compte ChatGPT, vous allez trouver l'historique de toutes les conversations que vous avez eues avec le chatbot. Cela, démontre tout simplement que ces données-là sont bien évidemment stockées quelque part. Elles sont stockées sur les serveurs, d'OpenAI ou autres. Donc, s'il y a un bug informatique ou une attaque cyber, bah, ces données-là, ces conversations-là peuvent se retrouver dans la nature. On est d'accord. Et c'est déjà arrivé et ça a créé pas mal de problèmes, notamment chez Samsung, par exemple, où ils ont décidé de bannir l'utilisation de ChatGPT au sein de l'entreprise, car des données justement de l'entreprise se sont retrouvées, car il y a des gens de l'entreprise qui ont voilà, discuté avec ChatGPT en utilisant des données de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier risque. Donc on va dire un risque assez classique de fuite de données d'une manière ou d'une autre. Avec les IA, il y a un autre. C'est que l'IA elle-même recrache les données de l'utilisateur. Car les données de conversation dans le chat GPT ou autre sont finalement réutilisées plus tard par ces fournisseurs-là pour entraîner et améliorer leur chatbot. Donc effectivement, si vous ne décochez pas la petite case dans les paramètres de ChatGPT pour dire que je ne veux pas que mes données soient utilisées pour améliorer, d'ailleurs ça s'appelle améliorer les modèles ou quelque chose comme ça dans ChatGPT. Donc si vous ne décochez pas cette petite case-là, donc OpenAI va stocker toutes vos conversations, il va les utiliser pour entraîner ses futurs chatbots. Et le risque avec ça, c'est que avec les futures versions qui vont sortir de ChatGPT, bah, il y a des petits malins qui peuvent s'amuser à aller chercher des choses vous concernant ou bien concernant votre entreprise ou des choses comme ça, et ça peut recracher ces données-là qui ont été utilisées durant les conversations. Donc ça, c'est le deuxième risque. Donc c'est l'IA elle-même qui va être un peu bavarde et qui va recracher ces données. Donc ce que je conseille aux gens, c'est d'éviter, on va dire, déjà de prendre ChatGPT comme un confident. Hein. Ce n'est pas une personne, et tout ce qui est sensible, notamment la santé, les données de santé, c'est très très important. Évitez ça, tout simplement. Hein. C'est mon petit conseil que je peux donner. Et évidemment, pour tous, c'est carrément à bannir. Si l'entreprise n'a pas défini une politique interne d'utilisation de ces outils-là, tout simplement, je conseille aux gens d'éviter d'utiliser ça. Donc, évidemment, pas sur les données de l'entreprise qui peuvent éventuellement être sensibles, qui peuvent renfermer des secrets industriels, etc. Donc, tout simplement, éviter d'utiliser ce genre de données. Donc là, vous avez donné évidemment l'exemple de CV, ça peut concerner carrément les données des autres, hein, donc les CV d'autres personnes qui peuvent contenir des informations également sensibles. Donc voilà, si on les charge pour une IA, sans faire trop attention, bah, ça peut se retrouver à un moment donné dans la nature. Et évidemment, il y a un autre risque, et je vais finir par ça, tout simplement. Les Américains sont nos alliés, nos amis, etc. Mais ça reste quand même les Américains.
Et il y a ce qu'on appelle le Cloud Act, qui rentre quelque part frontal contre l'AI Act et le RGPD. Donc, en gros, hein, si l'administration américaine exige l'accès à des données, quelles que soient ces données-là, quel que soit le type de ces données-là, eh bien, l'entreprise sera bien obligée de les lui fournir. Voilà. Donc, si demain, une entreprise se retrouve, on va dire, en litige avec la justice américaine, évidemment, l'extraterritorialité des lois américaines fait que, voilà, on peut aller chercher tout type de données, y compris des discussions sur ChatGPT ou autre, pour la mettre en difficulté. Voilà, donc pour éviter tous ces problèmes-là, voilà, je conseille aux gens de faire très attention quant aux données qu'ils échangent avec ChatGPT ou autre, hein, que ce soit chinois ou américain, il faut faire très attention. Voilà. Et je crois qu'Olivier, tu voulais rebondir, je t'ai vu réagir. Ouais, parce que c'est important de prendre un peu de recul. Là, on parle de l'IA parce que c'est le truc du moment, mais on ne met pas de plan stratégique sur Google Doc non plus. C'est paraît évident, mais il y a des boîtes qui le font. Il faut savoir que les serveurs, quand ils ne sont pas hébergés par l'entreprise et qu'ils sont hébergés par quelqu'un d'autre, ça présente un risque. Ce que disait Boussad, ça présente un risque de fuite, mais aussi, effectivement, on ne sait pas, les gens, comment ils vont les utiliser, ces données-là. Et même si on a des fournisseurs d'accès qui nous rassurent et qui nous donnent plein de trucs, ben non, on ne sait pas. Enfin, typiquement, les cartes d'identité qu'on peut avoir scannées à droite, à gauche, on les poste sur un Google Drive, on se les met chez un fournisseur de cloud, par exemple, et ça présente un risque aussi. Donc, ce qu'on est en train de dire sur l'IA, c'est pas nouveau. J'avais jamais pensé ça. Je suis en train de me dire, ah mince. Non, mais c'est pour ça que j'en parle, parce que on fait beaucoup de bruit autour de l'IA, et on a raison, parce qu'il y a plein de sujets. Ouais. Ce qui est il n'y a pas que. Ouais, il n'y a pas que. Et puis, ce qui est le plus troublant, c'est que l'IA, il y a une espèce de confiance qui se crée, ce que tu disais très très bien, Boussad. Parce que comme tu discutes avec, rapidement, tu fais plus la frontière entre c'est un logiciel ou c'est pas un logiciel, quoi. Il fait partie de la vie. Il fait partie de son quotidien. Et donc, du coup, on peut être tenté de pas faire attention. Mais c'est finalement les mêmes règles que ce qu'on doit s'appliquer ailleurs. Hein. Enfin, il y a des gens qui ont été victimes d'usurpation d'identité. Alors, il ne faut pas que la carte d'identité, mais ça en fait partie. Simplement parce qu'ils avaient déposé des choses comme ça sur des endroits qui n'étaient pas sécurisés. Et ce n'était pas dans le ChatGPT. Donc, cette vigilance-là, elle doit être pour toutes nos données numériques. Et alors, a fortiori, quand on est dans le recrutement, ou comme tu le disais tout à l'heure, on manipule les données qui ne nous appartiennent pas. C'est encore qu'on fasse des erreurs avec nos données, bon, c'est pas bien pour nous, mais c'est nous qui faisons une erreur avec nos données. Mais on fait pas d'erreur avec les données des candidats. Ça, c'est hyper important. Ouais. Très clair. Est-ce que Vanessa, tu voulais ajouter quelque chose? Non, avant qu'on passe à l'IA Act, parce qu'il y a plein de choses à dire sur l'IA Act. Ouais, on se lance? Ouais, carrément. Bah allez, c'est parti. Le sujet, je crois que c'est le sujet un peu flou. Enfin, en fait, je suis en train de me dire que depuis tout à l'heure, on aborde des sujets qui sont quand même assez flous pour la plupart des utilisateurs. Moi, la première. Hein. Mais alors, l'IA Act, j'ai l'impression que c'est aussi flou parce qu'on, voilà, on en est où concrètement on en est où? Et ce qui serait intéressant aussi, c'est de voir où en sont les autres pays, histoire d'avoir un peu un angle de vue différent. Alors, Boussad, on te voit plus. Je sais pas si tu le sais, mais tu as disparu. Moi, je te vois pas en tout cas. Je sais pas si les autres te voient. Oui, c'est bon, t'es revenu. Oui. Il nous fait de la magie. C'est moi qui ai coupé, effectivement. Non, c'est moi qui ai coupé parce que j'ai eu un petit problème de connexion. Donc, Ok. j'entendais mal et je me disais que est-ce que ça allait améliorer les choses en coupant la... Voilà. Eh ben, je crois pas. On n'entend pas bien. C'est saccadé. Je crois même que c'est pire. Je te laisse réactualiser. Ouais. Ça marche. Du coup, sur l'IA Act, qui se lance, qui veut rebondir, histoire d'éclairer un peu tout le monde, savoir où est-ce qu'on en est concrètement de cette IA Act. Bah, Vanessa, vas-y. Hein. Avec plaisir. Hein. Bah, pour le coup, j'ai plutôt envie de vous écouter, vous, expert d'IA, sur ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je repasse la Ouais, balle, alors pardon, le mais grand parce que tout spécialiste, c'est simplement, c'est Boussad, vrai que donc c'est un je vais sujet passer juste qui... avant si tu veux bien. Mais Ouais. l'IACT, Ah, vous êtes très fort. c'est la tentative européenne. Vous savez, on dit souvent quand on compare ce qui est fait aux États-Unis et ce qui est fait en Europe, aux États-Unis, ils font d'abord, donc ils font des trucs bien et des trucs vraiment pas bien. Ils s'en rendent compte et là, ils commencent à mettre des lois, parfois. En Europe, Ouais. on fait l'inverse, on se dit, oula, mais ça peut être très très grave, donc on met d'abord des lois qu'après, on va tenter d'assouplir. Regardez ce qui se passe dans l'agriculture. Dans l'agriculture, nous, on a mis des lois pour tout interdire. Et de temps en temps, on dira quand même ce produit-là, et sinon, on va pas manger. Donc, faut quand même le autoriser le temps qu'on en trouve un remplacement. Aux États-Unis, ils attendent qu'il y ait des millions de morts pour dire ah non, peut-être que celui-là, il faudrait peut-être interdire. C'est à peine caricatural. Mais ils ont fait pareil pour l'IA. C'est-à-dire, côté États-Unis, ils ont quasiment rien fait, voire même Trump est en train de réouvrir encore plus que ce que Biden avait bridé un peu pour éviter que les entreprises fassent tout et n'importe quoi. Et côté européen, par contre, on a fait une législation hyper draconienne qui a le mérite de nous faire croire, et je pèse bien mes mots, qu'en fait la personne est protégée, et nous faire croire simplement parce que avec ce qu'on vient de dire tout à l'heure, quand même, on sent bien que comme on est dans un monde mondial où on va utiliser des IA chinoises, des IA américaines, qui s'exécutent sur des serveurs où elles sont, on ne sait pas où exactement, même si l'IA impose des choses, notamment des fonctionnalités auxquelles en Europe on n'a pas accès, parce qu'elles sont jugées pas conformes à l'IA Act. Et donc, les Américains l'ont, pas nous. Mais ça nous protège un peu, mais finalement pas tant que ça. Et quand même, force est de constater que ça réduit énormément la compétitivité de nos entreprises là-dessus. Pour moi, et ça sera mon mot de la fin là-dessus, je pense que c'est important de protéger les gens. Maintenant, il faut se poser la question si, en protégeant pas trop ou mal comme on le fait aujourd'hui, si demain on est obligé d'utiliser des IA chinoises ou américaines parce qu'il n'y a plus d'IA européenne souveraine, à cause d'une réglementation qui les a trop bridés, on se retrouvera probablement dans un monde moins sécurisé que si on avait autorisé. Alors, il faut le faire pas en ouvrant les vannes non plus comme les Américains ou les Chinois. Enfin, de toute façon, les Chinois, c'est pas compliqué, il n'y a pas de vanne en fait. La différence, c'est ça, c'est que nous, les Européens, on a fermé la vanne. Les Américains, ils l'ont un peu fermé. Les Chinois, ils n'en ont même pas mis. Le tuyau, il est direct. Ils font ce qu'ils veulent et ils n'ont aucune réglementation. Et Boussat, ouais, je sais que toi, tu as l'IACT, tu connais beaucoup mieux que moi. Alors, bon, je suis pas un juriste, hein, mais Non, moi je non plus. m'intéresse et j'invite les gens à consulter mon prochain article sur le blog de Thalys, justement, qui en parle. Ah, il sort quand? Après, je crois que c'est le 22, si ma mémoire est bonne. Ça marche. Donc On va dans suivre. 2 jours. Voilà. Alors, donc ce que je vais dire, donc effectivement, donc l'IA Act, RGPD et compagnie, bon, ils ont quand même le mérite, d'exister et de voilà et de vouloir, protéger les gens. Car effectivement, on va dire ça peut effectivement vite déraper et faire un peu n'importe quoi. Donc on a vu notamment dans le domaine des RH, ces fameuses IA qui font de l'analyse d'émotions, et cetera, voilà, pour trier les gens, et cetera. Donc voilà, c'est clairement de la dérive et voilà. Et l'IA Act bannit ce genre de choses clairement et voilà. Donc il y a des gens qui se sont lancés dedans et maintenant ils ont fait machine arrière justement car ils sont tout simplement hors la loi. Donc l'IA Act est quand même une bonne chose d'un côté et ça voilà, ça a le mérite d'être souligné. Après, quand on regarde quand même de près l'IA Act, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont très exigeantes, on va dire, voire un peu beaucoup. Je donne un exemple OK. simple sur les billets. Les billets, par exemple. Les billets dans l'IA Act, en gros, l'IA ne doit pas avoir de biais. Donc, on veut tout simplement, purement et simplement éradiquer les biais d'une IA. Bon, quand on s'intéresse un petit peu au sujet des biais, on sait que voilà, tout le monde est sujet aux biais et l'IA ne font que refléter les biais des gens. Et Eh oui. c'est tout simplement impossible, voilà, d'y échapper. Donc, exiger une IA avec absence totale de biais, c'est pour moi un peu exagéré. On va avoir du mal à trouver, voilà, des C'est solutions impossible. qui vont,
qui vont répondre à cette exigence-là. Donc, comme a dit Olivier, effectivement, il ne faut pas qu'on tombe non plus dans l'excès et qu'on freine potentiellement l'innovation des entreprises européennes, car voilà, avec ça, on va finalement quelque part leur mettre un peu des bâtons dans les roues, et dans un monde globalisé, ça risque de faire mal. Voilà, les gens vont tout simplement aller chercher des solutions ailleurs, et voilà, on va se retrouver un peu le dindon de la farce, de l'histoire. J'ajouterai un autre petit point qui concerne donc l'explicabilité des IA. Donc, quand on regarde de près l'IA Act, même chose. On exige à ce que l'IA soit explicable. L'explicabilité de l'IA est un sujet très très complexe. Imaginez bien, ChatGPT, c'est un réseau de neurones avec des milliards de paramètres, des milliards de calculs. C'est très, très complexe. C'est une boîte noire, et essayer de comprendre un peu ce qui se passe dedans, c'est vraiment un sujet très complexe. Il y a des équipes entières qui sont dédiées à ça dans les laboratoires. C'est un sujet de recherche active, ça travaille beaucoup là-dessus, mais ce n'est pas du tout facile. À l'heure actuelle, ce n'est pas un sujet facile. Donc, l'explicabilité, ça concerne plus les IA, on va dire, symboliques, classiques, avec des règles. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font en essayant d'hybrider les deux, hein, donc faire ce qu'on appelle du neurosymbolique, mais tout ça, c'est du domaine de la recherche. Donc, il y a des IA, évidemment, qui font ça, et c'est très bien, il faut continuer dans cette voie-là. Mais voilà, après, comme je dis, si on se contente voilà, des IA actuelles, si on regarde que les IA actuelles à base de réseaux de neurones purs comme ChatGPT, on risque de se retrouver sans trop d'explicabilité, et donc tout simplement être hors la loi. Donc voilà, c'est très bien qu'il y ait des lois pour protéger les gens, pour protéger les entreprises également, hein, car voilà, il y a des entreprises qui répondent à ces critères de qualité, elles peuvent se différencier et en faire, on va dire, un atout. Mais après, il ne faut pas non plus que ça soit, on va dire, trop exigeant, car ça risque de mettre les bâtons dans les roues. Voilà. Bon, moi, du coup, ce que je comprends, par rapport à ce que tu partages, Boussad, et ce que vous avez partagé aussi, Vanessa et Olivier, c'est que finalement, le 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 bon usage et notamment la protection des données, tout ça, repose principalement sur la manière dont l'utilisateur va, pratiquer, enfin, ça dépendra des pratiques de l'utilisateur, finalement. C'est surtout à l'échelle individuelle qu'on a un pouvoir de protéger nos données, les données des autres. C'est surtout sur nous-mêmes qu'on doit compter pour avoir les bonnes pratiques, surtout. C'est En ce que tout je cas, comprends, celui-là, moi, on au le final. maîtrise. En tout cas, celui-là, on le maîtrise à ce niveau-là. C'est-à-dire Ouais. Oui, qu'aujourd'hui, je voilà. pense qu'il faut pas, même si c'est une bonne protection, comme l'a dit Boussad, la protection de l'IA Act, elle agit quand même. Mais la meilleure protection, c'est de bien utiliser l'outil. Et encore une Ouais. fois, comme les autres outils avant, hein. Enfin, pour moi, Mmh. on est dans le même débat des outils traditionnels. Enfin, j'utilise un document Word, si je le stocke n'importe où, ben, il est accessible par tous les gens qui ont accès à ce n'importe où. Ouais. Donc là, ce qui contient, fuite. Oui. Si je mets des données personnelles, si je copie mes données, on parlait tout à l'heure de données de santé, si je copie mes données de santé dans un Word que j'envoie, que je dépose n'importe où sur Reddit, ben, tout le monde va voir mes données à moi. C'est pas Ouais, parce ouais. qu'il est dans Word ou C'est la dans. responsabilité individuelle avant tout, ouais. Et en tout cas, celle-là, on la maîtrise. Et pour moi, Ouais. ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qui est important, c'est d'être conscient. Il ne faut pas non plus verser dans la paranoïa, mais il faut être Mmh mh. conscient de ce qu'on fait. Et je crois que nous, utilisateurs un petit peu éclairés, enfin, en tout cas, qui essayons de découvrir un peu les limites de comment on utilise ces outils-là, on doit propager ce message-là, de dire, quand je fais quelque chose, je sais que ça consomme de l'énergie, je sais qu'il faut faire attention aux données. Enfin, déjà, pour moi, si on a déjà ça en tête après ce live-là, je pense qu'on Ouais. a gagné. D'où l'intérêt de ce live, comme dirait Ouais. Vanessa. Et Ouais. ouais, je pense que se donner un cadre, c'est important. Il faut que le cadre il soit cohérent. Et là, on met le doigt sur des incohérences parfois. Et la cybersécurité est un enjeu de demain. Formons, sensibilisons, informons les personnes utilisatrices, pardon, pour nous aider à bien appréhender les enjeux de demain. Et je pense que c'est déjà un premier petit pas qui nous aidera effectivement à être beaucoup plus vigilants et cohérents dans nos pratiques.
Ouais, Mmh. complètement. Tu vois, tu parles de cyber, mais c'est tout ça. C'est exactement ça. La majeure partie des attaques, c'est pas des attaques très sophistiquées directement sur les serveurs, hein. C'est un pauvre email de phishing qui est ouvert par un des collaborateurs, hein. C'est vrai. C'est ça. C'est Mmh. donc ne soyons pas le Mmh. maillon faible de ce problème-là, hein. C'est exactement ça, hein. Et ça permet de faire du lien avec, le sujet suivant, qui va être, la conclusion un peu plus optimiste de ce live, à savoir, bah, comment alors, dans l'esprit critique, en vrai, j'englobe plein de choses, mais, en gros, quelles sont les bonnes pratiques pour garder ce recul-là et pour avoir une bonne utilisation et conserver cet esprit critique qui est si cher et si important, face, bah, à ces outils, face à l'IA. Je reprends la phrase de Vanessa parce que je trouve qu'elle résume tellement bien le propos. C'est qu'un outil comme ChatGPT, c'est un stagiaire. Il faut pouvoir le superviser. Il faut le superviser et je trouve que ça résume à peu près tout. Donc déjà, ça passe par quoi, selon vous? Comment est-ce qu'on peut conserver cet esprit critique? Déjà, il y a un premier point, je pense, c'est l'art de prompter et de bien prompter. Déjà, il y a ce premier sujet. Ouais, complètement. C'est l'idée, c'est que quand on va expliquer quelque chose à un stagiaire, moi aussi j'adore. Maintenant, je te l'applique régulièrement ce parallèle-là parce que je On le trouve adore. vraiment génial. Ouais. Le jour où on reçoit un stagiaire, la première fois, assez rapidement, on voit ce qu'il est capable de faire et pas de faire, et surtout comment on doit y expliquer les choses. Et prendre le temps de se poser et de se dire qu'est-ce que je vais lui demander, pour quand, je prends le temps de bien vérifier. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de demander à faire quelque chose à un stagiaire et de l'envoyer directement à un client sans le regarder. Ben, ChatGPT, c'est pareil. Ouais. Et du coup, l'art de formuler ces demandes, c'est ce qu'on appelle prompter, et bien, il doit être fait en conséquence. Je sais que toi, tu regardes, enfin, tu regardes ces aspects-là très, très, très en profondeur, Vanessa, sur le comment tu lui poses ces questions. Enfin, on a eu l'occasion d'échanger pas mal et j'aime bien l'approche que tu as effectivement dans l'écriture de tes prompts. Bon. Il y a le framework dont on a parlé dans le précédent live. Et puis après, il y a la façon dont tu vas lui parler un petit peu tous les jours, quoi. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans la façon de lui donner une consigne, c'est que parfois ça permet aussi, quand tu expliques, c'est de prendre du recul aussi sur tes propres pratiques. Et là, c'est beaucoup plus sur quelle est mon intention, quel est mon objectif, qu'est-ce que je veux absolument qu'il puisse faire. Si je suis expert, c'est aussi une façon de prendre du recul sur la façon dont on va pouvoir faire les choses. Et des fois, moi, il me challenge aussi sur l'intention donnée et sur la façon même de faire. Et du coup, je trouve qu'on peut aussi même apprendre grâce à lui. Parce que stagiaire, C'est ça vrai. peut être assez péjoratif. Et je voudrais redonner Mmh. des lettres Hum. de noblesse à ce Ah! statut de Tu vas nous stagiaire. proposer une nouvelle reformulation. Alors c'est un stagiaire de luxe, mais un stagiaire apprenant. C'est-à-dire que pour moi, on apprend et j'apprends de lui aussi Mmh. dans la façon de faire, dans la façon dont je vais lui donner une consigne. Parfois, je m'aperçois que je suis pas claire et du coup, ça m'aide aussi à m'améliorer sur la façon dont je peux effectivement lui demander quelque chose. Mais aussi, parfois, quand je ne sais pas faire, et ben, il va m'apprendre en dehors du prompt et de la consigne, mais il va même m'apprendre plein de choses. Et donc, du coup, c'est un cercle vertueux qui me donne envie encore plus de le mobiliser. Ce fameux stagiaire, c'est qu'il ne va pas juste faire du café. D'ailleurs, il ne sait pas le faire, ou il va m'apprendre à la méthodologie pour le faire, mais c'est surtout qu'il va aussi m'apprendre à vraiment réfléchir à qu'est-ce que je veux lui demander, quel est le résultat attendu. Et donc, Mais c'est pour ça que du coup, on peut développer un prompt assez simple qu'on avait abordé la dernière fois sous une Mmh. méthodologie, mais aussi ce que j'appelle moi un méga prompt où je vais aller beaucoup plus finement dans qu'est-ce que j'attends avec un système de scoring, sur quels sont les éléments que je veux absolument qu'il travaille ou qu'il analyse, qu'il évalue un rendu, puisque je vais rarement lui demander de faire quelque chose, je vais plutôt challenger ce que j'ai déjà fait. Donc là, je vais pouvoir c'est un stagiaire vraiment plus parce que pour le coup, il va même me donner des conseils sur ce que je peux faire au quotidien. Mais dans le chat, il y a quelqu'un qui a écrit prompter, c'est comme manager. Mais c'est exactement ça, en fait, hein. Ouais, Enfin, Ouais, Alexandra, ouais. tu disais stagiaire, tu as raison, il faut pas le prendre sous l'angle péjoratif, pas du tout, bien au contraire. Mmh mh.
quand on a des stagiaires et qu'on a, comme moi, par exemple, un écart d'âge qui est assez important, moi, je compte plus le nombre de stagiaires qui m'ont appris des choses. Si on sait correctement lui poser la question et si on écoute correctement, eh ben, ChatGPT, c'est la même chose. Il faut bien prompter, bien écouter, reformuler. Et puis, on ne dira jamais assez, même si ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que ça consommait quand même un peu plus. Mais c'est dans l'échange et dans le fait qu'on rebondisse et qu'on reste dans la même discussion où on va pouvoir faire évoluer les choses. Et effectivement, il va te challenger. Moi, plein de fois, il me sort des trucs incroyables où je n'y aurais pas pensé, où j'aurais pas fait des connexions. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec le côté créatif de ChatGPT. Néanmoins, moi, je trouve qu'il sort des trucs des fois. Je suis pas sûr que tout seul, j'y serais arrivé. Ouais. Et exactement comme avec un jeune stagiaire dans mon équipe. C'est-à-dire que à deux, avec une culture différente, une génération différente, et là, à deux, avec une machine et un humain, on arrive à faire des choses incroyables qu'on n'aurait peut-être pas fait tout seul. Enfin, en tout cas, c'est sûr. Ça vient challenger un peu la créativité, je trouve aussi. Clairement. Et j'utilise beaucoup pour du brainstorming. Et d'ailleurs, justement, l'esprit critique, c'est aussi, il me challenge, mais je le challenge également. Et je lui demande jamais de faire quelque chose sans le relire et vraiment sans aller… Du ping-pong. Exactement. Boussad, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, peut-être un petit point, effectivement, sur l'esprit critique. Moi, il y a un terme que j'aime bien et que j'appelle, on va dire, de mes voeux, c'est ce qu'on appelle la citoyenneté cognitive. Les gens, il faut effectivement qu'ils aient cet esprit critique et qu'ils ne soient pas influençables très facilement. C'est exactement le cas également avec les chatbots. Donc, il ne faut pas hésiter effectivement à remettre en question, à se remettre aussi en une question, hein, car quand vous posez une question à ChatGPT, il faut faire attention à ce que vous ne l'ayez pas orienté déjà de vous-même avant de la poser. Voilà, si vous avec le biais de confirmation, vous pouvez aller dans une direction et lui, il va vous faire bien plaisir et il va répondre dans cette direction-là. Voilà, hein, voilà, si vous lui demandez est-ce que demain sera la fin du monde, il va vous dire oui, voici pourquoi, ou quelque chose comme ça. Donc il faut faire très attention aussi à ça. Donc se challenger soi-même et challenger aussi les réponses des chatbots. Hein. Ne pas hésiter à lui dire es-tu sûr que ça soit ça, ou bien carrément lui donner la thèse inverse et voir un peu comment il va peser l'une et l'autre et comment il va essayer de vous convaincre que c'est l'une ou l'autre qui est la bonne. Voilà, ne pas hésiter évidemment à aller voir les sources qui sont fournies quand il y a des sources qui sont utilisées et les vérifier évidemment, car voilà, il peut tout à fait inventer une source ou halluciner et vous donner un lien qui n'existe peut-être même pas. Voilà, donc il faut faire très très attention. Et notamment tout ce qui est chiffres et tout ce qui est exact, on va dire. Tout ce qui est exact, faites très attention car, comme vous, hein, si je vous pose la question, quelle est la date d'un truc qui s'est passé il y a 3 ans, vous serez incapable de me le dire. Le chatbot, c'est un peu la même chose. Donc, n'hésitez pas à aller voir les chiffres sur le site internet qu'il a été utilisé pour répondre à une question, par exemple. Donc voilà, il va avoir la bonne idée globalement sur la réponse à donner, mais dans l'exactitude des chiffres et des faits, il faut faire très attention, donc il faut aller vérifier. Toujours verrouillé. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ChatGPT, mais pour les chiffres clés, je suis plutôt amatrice de Perplexity qui va lui me donner les sources et je vais pouvoir aller les vérifier. Tu as vu, je te tends une perche, Anaïs. Mais grave, ça sera même et la grande bataille entre Google et ChatGPT, Perplexity, Grok, ce sera intéressant justement pour clôturer ce live d'aborder ça, c'est les potentielles différences entre les outils. Donc là, tu parlais de Perplexity, du coup, alors moi j'avoue, je n'ai jamais utilisé, hein, je n'ai jamais testé. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas forcément, Vanessa, toi qui l'utilises, a priori, les différences? Alors, techniquement, je ne sais pas, et là je fais un petit clin d'œil à Boussad ou à Olivier, mais en tout cas, Perplexity, c'est un outil qui ressemble à ChatGPT, donc on va pouvoir converser avec lui, mais surtout, moi, les requêtes que je lui demande vont être très associées à des éléments
beaucoup plus avec... en fait, les résultats qu'ils me donnent sont beaucoup plus sourcés, puisque j'ai accès en fait aux articles ou aux éléments en référence avec ma requête. Donc, si je lui demande un chiffre clé, si je lui demande un texte juridique, si je lui demande des éléments factuels, généralement, il va pouvoir m'apporter la source et donc, je vais pouvoir vérifier. Donc, il donc c'est plus hallucine, j'ai fiable. l'impression, un peu moins que ChatGPT. Messieurs, est-ce que vous êtes alignés avec ce que je dis? Moi, c'est ce que j'ai constaté aussi. Moi, pour rechercher, je préfère utiliser Perplexity, même si ChatGPT a fait beaucoup d'efforts. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le mode de fonctionnement derrière, il est un peu tous le même. Après, c'est la façon dont ils ont pensé l'interface et la façon dont on allait l'utiliser. Et c'est vrai qu'au départ, ChatGPT, il n'était pas fait pour faire de la recherche. C'est venu quand même bien après. Aujourd'hui, il est vraiment pas mal. Alors, de toute manière, ChatGPT ou Perplexity, il faut toujours vérifier. Quelle que soit l'IA d'ailleurs, hein, puisque Gemini il le fait aussi, l'IA de Google. Mais je trouve que dans les habitudes, je trouve que l'interface Perplexity, la façon dont ils ont pensé l'outil, la façon dont on accède aux sources, la présentation des sources en bandeau, les petites questions de relance qu'ils mettent en bas, là, comme Google, je trouve que pour moi, c'est plus intuitif, c'est mieux pour la recherche. Donc moi, c'est Perplexity, recherche, travailler, écrire, réfléchir, ChatGPT, apprendre, Notebook LM, qui est moins contextualisé dans le recrutement, mais que j'aime de plus en plus pour apprendre. Et une dernière type d'outil dont on parle peu parce que finalement, elle est assez peu démocratisée pour tout le monde, sauf pour les codeurs, c'est quand on a un environnement de travail qui est connu, dans lequel on a intégré l'IA. Alors, nous, on ne l'a pas encore, pas bien en tout cas, parce que ça ne vient pas, mais les développeurs l'ont. Ils ont maintenant ce qu'ils appellent les environnements de développement, donc en anglais des IDE, dans lequel l'IA est intégrée. Et donc, en fait, ça fait deux fenêtres. Il y a la fenêtre de code comme avant, la fenêtre avec tous les fichiers comme avant, mais il y a une fenêtre de dialogue et on discute avec l'IA, et l'IA, elle connaît tout le code, donc toute la suite de documents. Et on pourrait imaginer de faire la même chose. On pourrait imaginer que quelqu'un qui fait du droit, par exemple, et toute sa bibliothèque de documents de droit classique, plus de l'affaire en cours, ils sont en train de travailler sur un document sur la fenêtre du milieu, et à droite, il discute avec une IA qui lui remplit le document, va lire les autres. On pourrait imaginer de l'avoir aussi quand on fait une annonce, d'avoir tous ces documents que sont le brief, les discussions qu'on a eues avec le hiring manager. Au milieu, l'annonce, et à droite, un petit chatbot avec qui on discute sur l'annonce qu'on est en train de faire. C'est des outils qui n'existent pas, mais qui vont arriver. S'il y en a qui sont intéressés, ça existe déjà, ça. Et je trouve que c'est assez bien fait pour Chrome. Ça s'appelle AI Blaze. C'est fait par la même boîte qui fait TextBlaze. Et AI Blaze, c'est une petite IA qui se met sur le côté de Chrome. Avec un clic, ça ouvre une petite fenêtre et on peut poser des questions sur la page en cours. On peut lui demander d'extraire de la donnée. On peut exécuter des prompts qu'on avait déjà préparés sur la page en cours. Moi, par exemple, je m'amuse. Je vais sur LinkedIn, je vais voir un profil et je lui dis dis-moi de quelle école il est et s'il serait bien pour ce taf-là, par exemple. Et il va lire la page, en fait. Il le fait avec le contexte et il va me donner des efforts. Alors, toujours, il faut le prendre avec précaution. C'est une aide. Mais on commence à voir venir ce genre d'outil qui est la nouvelle génération. ChatGPT est un outil qui sait faire des choses. Maintenant, on commence à le mettre à l'intérieur des outils qu'on avait déjà avant. Et les développeurs l'ont déjà, encore une fois, parce que ça fait déjà plusieurs mois que ça existe et c'est une vraie révolution. Et nous, on l'aura aussi. Et dans le recrutement, je pense qu'on l'aura, j'espère, assez vite. Bah écoute, merci pour tous ces apports. Et je crois que Boussad, c'est toi qui utilises Grok. Je crois que tu avais peut-être pour la dernière minute de live, nous parler un peu de Grok, parce que c'est vrai que alors c'est l'IA de X Twitter, il me semble, que toi tu utilises pas mal. Alors moi, Perplexity, j'ai presque jamais utilisé, donc je peux rien en dire. Voilà, tout simplement. Après, effectivement, moi, j'utilise principalement trois. Donc, il y a ChatGPT, Grok et Claude. Donc, pour différentes choses. Par exemple, pour le code, pour moi, Claude est le meilleur, tout simplement. Voilà. Après, effectivement, par rapport à Perplexity, j'imagine que voilà avec l'option de recherche maintenant qui existe sur ChatGPT Grok, on peut aller chercher des documents sur Internet. En gros, comment ça va fonctionner quand on va poser la question.
Le chatbot va faire appel à un moteur de recherche à côté. Donc, comme faire une requête sur Google, et il va aller chercher 10-15 pages, les toutes premières du moteur de recherche, du résultat, et il va les utiliser pour répondre à la question. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. En fait, cette option de recherche. Donc, effectivement, quand il va répondre à la question, que ce soit ChatGPT ou Grok, il va vous donner ses sources qu'il a été utilisé. Et maintenant, quand vous mettez le curseur sur la source, vous allez même voir le passage qu'il a utilisé pour trouver la réponse. Et comme ça, vous allez très, très vite vérifier que ce qu'il vous a dit, ce n'est pas de la salade. Il n'a pas inventé. Voilà, donc ça permet de voir. Après, pour comparer entre ChatGPT et Grok est beaucoup plus rapide pour moi par rapport à ChatGPT. Mais après, je j'ai pas comparé sur voilà, j'ai pas fait une étude, on va dire, hein, pour comparer les deux sur voilà une étude sérieuse pour comparer les deux. Voilà, donc j'utilise Grok quand j'ai envie d'aller vite et j'utilise ChatGPT quand j'ai un peu plus de patience. Voilà pour C'est conclure. là qu'on se rend compte que finalement c'est très, bah, enfin libre à chacun quoi, ça dépend de chacun, de son contexte, de son besoin donc au final il y en a pour tout le monde quoi. C'est ça le mot à retenir et Exactement. puis peut-être d'évaluer Voilà. en fonction de son besoin, quel est l'usage le plus approprié. Et alors pour clôturer, ce live, on a Servane dans le chat, il dit: «Est-ce que nous pourrons retrouver ou pourriez-vous redonner tous ces outils dans un récap de ce café du recrutement? J'ai peur de ne pas avoir bien noté les orthographes de chaque outil». Et ben ça, je pense que c'est Sylvia de Thalys qui nous fera un super récap en version article de ce live. Donc Servane, un peu de patience, ça viendra, promis, on vous repartagera ce récap du live. Mais écoutez, je crois qu'on arrive au bout justement de cette caméra café du recrutement. Si jamais le sujet voilà, vous a passionné, sachez que sur le blog de Thalys, il y a déjà plein de ressources pour lesquelles d'ailleurs Boussad a contribué à plusieurs reprises, des articles qui traitent de l'IA, mais aussi des biais par rapport à l'IA, du deepfake. Enfin voilà, il y a plein de sujets différents à retrouver sur le blog de Thalys. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin à partager, là, chacun de vous histoire de clôturer ce live en bonne et due forme? Allez, je commence le tour de piste. Vas-y. Ah, je dirais que même si on a abordé aujourd'hui des sujets très sérieux et que la conscience dont on parlait en début de live, elle est importante, il faut garder à l'esprit, comme l'a dit Boussad, que de toute manière, la techno avance et ses impacts négatifs, si nous, on les met en priorité une, les gens qui font cette techno le mettront en priorité une. On a un pouvoir en tant que consommateur pour influer dans la bonne direction sur le développement de ces outils-là. Et il ne faut surtout pas oublier que ça reste des outils très, très intéressants et très ludiques. Et que ce qui était surtout important, en tout cas, je pense que c'est vraiment le plus important, c'est de prendre du plaisir à les utiliser. C'est beau. C'est très beau. Ouais, Vanessa, tu veux c'est beau. compléter? Mon objectif aujourd'hui en tant que recruteuse, c'est de passer du temps avec mes candidats, d'être dans l'échange, la discussion, l'évaluation. Et qu'en fait, depuis que j'utilise des IA génératives, ça me permet de gagner encore plus de temps pour pouvoir faire mon métier et ce que j'aime le plus dans mon métier. Et donc, j'invite toute personne à commencer à utiliser et évidemment tout en étant vigilant et respecter toutes les bonnes pratiques qu'on a partagées aujourd'hui dans le cadre de son quotidien. Eh bien, ça aussi, c'est beau. On voit là un retour concret du terrain côté recruteur qui fait plaisir à entendre. Est-ce que Boussad, tu as un mot de la fin à partager toi aussi? Et au passage, il y a Karim qui te demande, tu n'utilises pas DeepSeek dans une machine cachée, cher Boussad? C'est de la Non, private joke? non, je n'ai jamais utilisé DeepSeek et non, je l'utilise pas, non. Ce que j'utilise, et encore une fois, hein, donc évitez d'utiliser j'insiste bien sur le mot tous ces chatbots-là pour des choses sensibles. Voilà, mon mot de la fin, moi, c'est ne ratez pas la vague de l'IA, mais attachez bien votre planche au pied. Que c'est beau. Est-ce que tu l'as généré avec ChatGPT, celle-là, ou pas?
Non, arrête. J'ai pas ChatGPT ouvert. Je réfléchis encore un peu, tu sais. J'ai pas encore l'effet ChatGPT Oui, qui m'a mis. c'est du Boussad GPT. C'est du Boussad GPT. Voilà. Disons que c'est du Boussard GPT, ouais. Je suis encore, j'ai encore mon cerveau et mes neurones qui fonctionnent bien. Encore ton esprit critique, voilà. Yes. Super. Bon, et ben écoutez, moi je veux vraiment vous remercier, mais sincèrement du fond du cœur. J'ai appris énormément de choses aujourd'hui grâce à vous et j'espère que vous qui nous écoutez, bah, vous aussi, vous repartez avec plein de questionnements, peut-être des réflexions, des envies de revoir un peu vos pratiques aussi. C'était le but aujourd'hui, donc on espère que ça vous a plu. On se retrouvera bientôt, bien évidemment. On se retrouve de toute façon toujours sur le blog de Thalise. Mais un prochain live, prochaine caméra café, bah, on vous tient au courant. Ça viendra très bientôt. Merci encore. Merci Vanessa. Merci Olivier. Merci Boussad. C'était trop bien de vous avoir aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. On est à l'eau. Et ben voilà. À bientôt. Merci à toi, Anaïs. Ouais, merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.